dont on m'a chargé, qui était intitulé La transition énergétique et sortie du nucléaire. Ce sont des sujets un peu longs, quelquefois à expliquer, et un peu difficiles. Et ce qui me paraît important dans cette période où il y a un débat énergétique qui s'instaure en France, c'est de sortir un peu de l'hexagone, au moins au début de la discussion, et de voir que les problèmes énergétiques sont en fait des problèmes mondiaux, et que raisonner sur la France seule est certes important, mais que c'est bien d'avoir une connaissance de ce qui se passe ailleurs, même si elle est, enfin, comme je pourrais le dire, de façon assez simple, voire simpliste. Donc en gros, on va diviser cette présentation en deux parties. Une partie qui sont un peu des questions justement planétaires, de voir comment les systèmes énergétiques actuels ne sont pas convenables, enfin ne peuvent pas continuer comme si de rien n'était, incluant la question qui est particulière à la France, particulièrement importante en France, mais qui est quand même importante au niveau planétaire, qui est la question du nucléaire et du risque nucléaire. Et dans une deuxième partie, donc là on fera un arrêt, d'abord parce que ça me permet de reposer un peu et ensuite d'échanger avec la salle sur cette première partie, je dirais, plus générale. Et dans une deuxième partie, on regardera la situation énergétique de la France et comment se posent ces deux questions, justement, de la transition énergétique et, disons, du nucléaire. On verra, après chacun choisira s'il faut en sortir ou pas, mais c'est plutôt d'exposer les raisons pour lesquelles, quelles sont les raisons qui sont mises en avant sur la question de la sortie du nucléaire. Et puis il y a des gens qui sont pour des raisons qui ont des motifs inverses pour y rester, et là je vous présenterai donc cette vision des choses. Alors, sur la question, donc ça c'est donc ce que je viens de dire, sur la question de l'énergie dans le monde. Alors là je vous présente ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que toutes les énergies que nous consommons quotidiennement, le fuel, l'essence, l'électricité, le gaz, le charbon, etc., le bois éventuellement, et le soleil, toutes ces énergies que nous consommons viennent de sources naturelles. Il n'y a pas d'énergie comme ça qui viennent, bien que nous soyons ici par l'opération du Saint-Esprit, ce sont des sources naturelles qu'on appelle les énergies primaires. Et ces sources sont très différentes. Et en plus, comment comparer entre elles leurs contributions? Il faut avoir une unité commune. L'unité de mesure de l'énergie, c'est le joule, qui est une unité très petite. Et donc, par commodité, on utilise ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole. C'est l'énergie libérée sous forme de chaleur par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc, c'est très concret, on voit à peu près ce que ça veut dire. Et les autres sources énergétiques, que ce soit le charbon, le gaz, on verra, ou les sources renouvelables, ou les kilowattheures, toutes ces consommations ou ces productions d'énergie sont transformées en TEP, et donc on peut dire la quantité de consommation d'une ville, d'un immeuble, d'un pays ou de la planète. Et là, vous avez donc une première information, bon, c'est l'année 2008, mais ce n'est pas très différent aujourd'hui, au niveau planétaire, la consommation totale d'énergie primaire de toutes les activités humaines. Alors, ce n'est pas la totalité de l'énergie en général, c'est les activités humaines consomment 12,2 milliards de TEP. Donc, ça nous donne une idée, on voit à peu près ce qu'est une tonne de pétrole, et donc il y a 12,2. Et c'est en équivalent, c'est-à-dire que c'est l'énergie fournie par l'ensemble des sources naturelles qui contribuent aux énergies que nous consommons tous les jours. Alors comment, donc première information, cette information quantitative. Deuxième information, comment ça se répartit. Peut-être que je vous gêne un peu, non ça va? Comment ça se répartit entre ces différentes sources. Alors vous voyez d'abord la première source d'énergie primaire, bien qu'on ait eu des chocs pétroliers, bien qu'on ait des problèmes avec le prix de l'essence, etc., ça reste le pétrole. Donc 33%, un tiers de toute l'énergie consommée sur la Terre, par les activités humaines, je précise, vient du pétrole. Deuxièmement, c'est le charbon, vous voyez le camembert, 27%. Troisièmement, c'est le gaz. Alors on l'appelle gaz naturel, mais c'est du gaz fossile aussi, qui est extrait de la croûte terrestre. Quatrièmement, c'est le 10%, c'est la biomasse. Alors là, c'est différent. Ce sont les déchets, le bois, les déchets animaux et végétaux, surtout le bois d'ailleurs. 6%, c'est l'uranium.
L'uranium, c'est la matière première qui permet de fonctionner dans les réacteurs nucléaires, on y verra, et ce 6%, c'est une production de chaleur dans les réacteurs nucléaires. Et à partir de cette chaleur, on fait de l'électricité. Mais disons, c'est un apport en chaleur, comme l'apport en chaleur d'une chaudière au charbon, par exemple. Donc c'est 6% de la totalité de l'énergie primaire consommée. Et les derniers 3%, ce sont les énergies renouvelables hors biomasse, c'est-à-dire essentiellement l'hydraulique, qui doit faire 90% de ces 3%, l'éolien, le photovoltaïque, le solaire thermique, les panneaux solaires qui fournissent de l'eau chaude, et la géothermie et éventuellement des énergies marines, mais c'est extrêmement faible. Donc vous avez là une idée, toutes les activités humaines, voilà tout ce qu'elles consomment et la répartition. Et ce qui est frappant, c'est le troisième enseignement. Le premier, c'était donc les 12 milliards. Le deuxième, la prédominance du pétrole. Le troisième, c'est que sur cette répartition, vous avez 87% qui sont des énergies de stock, c'est-à-dire des énergies qui viennent de matières premières extraites de la croûte terrestre, donc de réserves qui sont par nature limitées, le pétrole, le charbon, le gaz et l'uranium. Et vous avez 13% qui sont les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies soit comme le solaire, qui sont illimitées dans le temps et qui existent partout sur la surface terrestre, puisque de toute façon, toute la vie sur la Terre dépend du Soleil. Donc là, c'est une partie toute petite qui est captée pour faire soit de l'eau chaude, soit de l'électricité. Donc c'est cette partie-là qui est indiquée comme étant partie des 3%. Donc ça, c'est une énergie, une source énergétique illimitée. On peut dire dans l'espace et dans le temps, parce qu'il y a des endroits où il y a moins de soleil, mais enfin, il y en a toujours un peu quelque part. Il y a des endroits où il y en a beaucoup. Deuxièmement, ce sont des énergies qui sont renouvelables et illimitées dans le temps, l'éolien ou l'hydraulique, mais il faut des sites favorables. Vous avez besoin soit de fleuves, soit qui vous donnent les barrages, soit les barrages voûtes, soit des barrages au fil de l'eau. L'éolien, c'est le vent, donc il faut du vent, mais ce n'est pas parce que vous utilisez ce vent que vous diminuez la ressource. Donc il y a bien une notion de ressource qui est renouvelable ou illimitée. La dernière catégorie, bon, il y a la géothermie qui est les sources d'eau chaude qui permettent, enfin des gisements d'eau chaude qui permettent de faire du chauffage. Et ça existe en particulier dans le bassin parisien. Et puis, vous avez la biomasse. Alors là, c'est un peu différent. Elle est renouvelable à condition d'être renouvelée. C'est-à-dire, si vous brûlez du bois, si vous entretenez bien vos forêts, ce qui est à peu près le cas en France, la consommation de bois, pour le moment, ne diminue pas la ressource forestière. Mais vous savez aussi que dans certains pays, justement parce qu'ils sont pauvres et que leur seule ressource, c'est le bois de feu, ben, il y a déforestation, et là, il y a des conséquences sur la désertification et aussi la perte de la ressource. Donc c'est une ressource renouvelable, mais il faut la renouveler. C'est-à-dire, vous pouvez la consommer et la remplacer, ce que vous ne pouvez pas faire avec du pétrole ou du charbon, mais il faut la remplacer. Donc voilà la situation actuelle, très schématique, l'ensemble des activités, 12 milliards, et cette répartition. Et donc ce dernier enseignement, 87% ressources de stock et 13% ressources de flux et renouvelables. Alors cette situation-là, en considérant que c'est une consommation donc mondiale, on consomme comme s'il y avait un seul consommateur qui boufferait 12 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, est aujourd'hui déjà soumise à des contraintes importantes qui sont de différentes natures, qui ne sont pas classées forcément ici par ordre d'importance, mais qui montrent que c'est une situation qui est assez difficile déjà. Donc la première, c'est la question des réserves. Puisque ce sont des énergies de stock, au fur et à mesure qu'on creuse et qu'on épuise ces matières premières, ou qu'on les utilise, disons, la ressource diminue. Et on sait très bien que les grands gisements pétroliers, on ne retrouve pas, et que donc l'Agence internationale de l'énergie et d'autres experts nous disent qu'on est arrivé à peu près à une valeur de production maximale. Alors certains nous parlent du pic pétrolier, c'est-à-dire qu'on aurait vraiment déjà atteint le maximum de production, pour ce qui concerne en tout cas les gisements classiques, c'est-à-dire les grands gisements pétroliers, et que donc on a une limite de l'offre, on a une limite de la production. C'est vrai pour le pétrole, donc c'est quelques dizaines d'années, le gaz c'est entre un demi-siècle et un siècle. Quand on dit quelques dizaines d'années, on compare à la consommation annuelle actuelle.
C'est-à-dire au niveau de la consommation annuelle actuelle, pendant quelques dizaines d'années, on peut avoir à peu près le même niveau. Et certains disent même qu'on a déjà atteint le sommet et qu'on est proche de la décroissance des ressources. Le gaz, c'est un peu plus, mais c'est entre, je vous dis, un demi-siècle et un siècle. L'uranium, avec les techniques d'utilisation, les réacteurs actuels, c'est aussi de l'ordre de quelques dizaines d'années. C'est à peu près comme le pétrole. Et le charbon, lui, est plus important, à peu près entre... Alors là aussi, si vous voulez, les questions des réserves, moi ce que je vous donne, c'est les valeurs à peu près officielles. Il y a des grandes incertitudes, d'une part parce que les réserves pétrolières sont connues par les pays et par les grandes firmes multinationales, donc chaque fois il y en a qui disent que les chiffres, effectivement, il y a des marges d'erreur importantes, mais grosso modo, on s'accorde pour dire ce que je vous ai dit. Et le charbon, il y en aurait effectivement plus, il y en a plus du point de vue des réserves, ça serait entre un siècle et demi et 2 siècles. Alors, il y a une discussion sur les réserves et sur donc qu'est-ce qui reste comme stock dans les gisements classiques à exploiter. Il y a aussi le fait que comme vous avez une consommation énergétique mondiale qui est croissante, vous avez une compétition entre l'offre et la demande, et comme l'offre doit s'adapter à la demande, vous voyez qu'il y a bien, à un moment donné, si un certain nombre de pays, la demande augmente, les prix augmentent. Et d'autres diminuent par compensation parce que ça devient trop cher et donc il y a une baisse de la consommation. Donc vous avez une interrogation forte sur les ressources physiques, dont tout le monde s'accorde quand même à dire que le XXIe siècle ça verra quand même les ressources s'amenuiser petit à petit. Et deuxièmement, il y a les conséquences économiques, c'est-à-dire l'augmentation des prix, en particulier du pétrole. Il faut voir qu'on est en période plutôt de crise économique, donc il n'y a pas une très forte croissance. Et déjà, le baril de pétrole, dont à la radio tous les matins on vous dit le prix du baril de pétrole, 7 barils font 1 tonne. Parce que si vous entendez le prix du baril tous les matins, tout le monde ne sait pas ce qu'est un baril, donc 7 fois, vous multipliez par 7, vous avez le prix de la tonne de pétrole. Et donc, il est autour de 100 et il était autour de 20 en 2004. Donc, si vous voulez, il y a quand même une tendance à la croissance qui est extrêmement importante. Deuxième contrainte, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre. Puisque vous savez que la combustion des combustibles fossiles, surtout le charbon, émet du gaz carbonique, charbon, pétrole, gaz, mais c'est le charbon qui par tonne ou par tête de charbon en émet le plus. Et donc vous avez des émissions de gaz carbonique, et ces émissions de gaz carbonique augmentent l'effet de serre, c'est-à-dire l'augmentent au fur et à mesure que la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente, plus la température de l'atmosphère augmente. Et donc, si vous avez une augmentation moyenne de la température de l'atmosphère, vous avez des conséquences qui peuvent être dramatiques sur le climat. Alors déjà, on nous dit que cette phase de changement climatique est amorcée. Les climatologues nous disent qu'il y a de plus en plus de signes, la fonte des glaces, etc. Mais on sait que si la tendance actuelle continue, de toute façon, les émissions de gaz carbonique, le gaz carbonique diminue un peu dans l'atmosphère, mais après il se stabilise. Donc chaque fois qu'il y a des émissions, vous augmentez la concentration, et donc même si on s'arrêtait aujourd'hui, on aurait quand même des conséquences dans le futur. Or, on ne s'arrête pas et les émissions continuent à monter. Donc on a un problème d'émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième gaz à effet de serre important, c'est le méthane. Alors le CO2 pratiquement est émis majoritairement, même très loin, presque 100%, par les activités énergétiques. Donc là, un effet direct, plus je consomme d'énergie fossile, plus j'émets du CO2, et donc j'ai un effet sur le climat. Le méthane, c'est un peu un tiers des émissions de méthane qui est causé par les activités énergétiques, c'est-à-dire le grisou des mines de charbon et les fuites de gaz. Donc, et le méthane est un gaz beaucoup plus mauvais, entre guillemets, par rapport à l'augmentation de l'effet de serre. Et sur le court et moyen terme, il a donc, comme il décroît assez vite, mais il a quand même un effet très fort sur, disons, les 20 à 30 ans. Il y a un article qu'on a fait dans la recherche de la semaine dernière, donc ceux que ça intéresse peuvent le lire. Donc, augmentation des gaz à effet de serre, effet sur le climat, et donc
les scientifiques du groupe intergouvernemental des experts sur le climat nous disent qu'il faudrait diviser par 4 au niveau des pays riches, ceux qui émettent le plus, les émissions de gaz à effet de serre, si on veut limiter l'augmentation de température moyenne à 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup, parce que 2 degrés, ça a l'air de rien, mais en fait, ça provoque des modifications climatiques déjà importantes. Alors, ce que la plupart des experts disent maintenant, c'est puisqu'on n'a pas fait les efforts qui étaient prévus déjà dès les années 90, on va probablement vers des augmentations encore plus importantes. Avec un risque si effectivement, à un moment donné, il peut y avoir des effets de seuil, c'est-à-dire que les émissions s'accélèrent du fait, par exemple, de la libération du permafrost ou de choses comme ça, qui font qu'il y aurait des émissions de méthane beaucoup plus importantes. Troisièmement, c'est la question des accidents graves, les accidents technologiques, avec leurs conséquences sur l'environnement, sur la santé, et les conséquences économiques, dans lesquelles vous avez les catastrophes pétrolières, par exemple, qui causent des dégâts sur l'environnement, les marées noires, le golfe du Mexique, le golfe du Niger qui est complètement bousillé par les exploitations pétrolières, et les accidents nucléaires, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui ont été marqués par les accidents de Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Et donc, on ne peut pas tenir compte dans la discussion sur les systèmes énergétiques de cette question du risque technologique par le développement d'un certain nombre d'industries ou de types d'exploitation. Également, il y a également la question des mines de charbon, mais d'une certaine façon, ce n'est pas le charbon qui est dangereux, c'est le fait que les mines sont exploitées dans des conditions dégueulasses pour les gens qui y travaillent. Cela dit, cette activité-là minière cause effectivement des victimes importantes. Quatrièmement, les pollutions et les déchets. Vous avez les pollutions courantes, connues, mais pas du tout très nocives de la circulation des voitures et des camions. Vous avez les pollutions, les émissions des centrales à charbon dans un certain nombre de pays, et vous avez la question des déchets, et en particulier la question des déchets nucléaires. Donc, dès aujourd'hui, on a ces contraintes-là qui font dire, par rapport à l'une ou à l'autre, et surtout quand elles s'ajoutent, ce qui est le cas, c'est-à-dire certaines ne touchent que une ou deux de ces énergies primaires, et d'autres touchent telle autre, mais en tout cas, l'ensemble du système énergétique est un système sous contrainte économique, environnementale et éventuellement sociale. Donc, même si la Terre les activités humaines n'étaient qu'un seul consommateur, il serait soumis à cette contrainte et d'une certaine façon obligé de réfléchir à la continuation de ce système. Et d'ailleurs, déjà, toujours l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence de l'OCDE, donc un peu une agence des pays riches, qui pendant longtemps considérait que, bon, on avait suffisamment de ressources, il n'y avait pas tellement de problèmes de climat, etc., mais à partir de 2004, a déclaré que ce système n'était pas soutenable, parce que justement, on avait déjà ces contraintes-là. Alors, ces contraintes, cette difficulté avec le système énergétique actuel se double du fait que la notion de consommation énergétique mondiale va être intéressante pour avoir des ordres de grandeur et raisonner par rapport aux réserves, mais l'autre propriété de la consommation énergétique, c'est qu'elle est très inégale entre différents pays en fonction de la richesse de ces pays. Alors vous me direz, c'est assez normal, simplement, on ne connaît pas l'ordre de grandeur. Mais l'ordre de grandeur, c'est ce que vous voyez sur ce schéma, sur lequel on ne compare pas la consommation des pays, parce que c'est évident que la Chine, avec 1,3 milliard d'habitants, consomme beaucoup plus que tout le monde, mais on compare la consommation par habitant. Et vous voyez que le plus consommateur, consommation par habitant, c'est pas ce que consomme directement un habitant, c'est la consommation du pays divisée par le nombre d'habitants. Et vous voyez que donc c'est 7,5 TEP, tonnes équivalent pétrole par habitant et par an aux États-Unis. C'est 3,5, mais disons l'Union européenne, c'est une moyenne de pays qui eux-mêmes sont assez différents. Disons qu'entre 3 et 5, c'est le groupe Union européenne et Japon. Bon, c'est à peu près ces valeurs-là. Et puis la Chine, dont on nous dit aujourd'hui, oui, c'est terrible, la Chine a une croissance, donc elle consomme beaucoup d'énergie, elle émet beaucoup de gaz carbonique, certes,
mais par habitant, elle est encore à 1,6. Et l'Inde, c'est 0,6. Donc on voit que les pays émergents, dont on nous parle beaucoup parce qu'ils ont des fortes croissances et qu'ils deviennent des puissances économiques, ils sont encore loin même de l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, comme nous, dans les années 70, on disait, bon, ben, les États-Unis sont à tel niveau, on va les rattraper. Donc ça a toujours été la notion du rattrapage, que ce soit la production d'acier, que ce soit la production d'énergie, etc. Donc ces pays-là pourraient se dire, ben, écoutez, on se donne pour objectif de rattraper les États-Unis, ou même de rattraper, disons, le bloc des pays riches. Et qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Vous voyez ici ce que j'appelle le futur impossible, qui confirme tout à fait ce qu'a dit l'AIE en faisant des calculs compliqués, mais le raisonnement est assez simple. Imaginons que les pays qui consomment beaucoup restent à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, ce qui est à peu près le cas. Les États-Unis, je vous avais dit tout à l'heure, ils font 7,5 TEP par habitant et par an. Ils étaient à 8 TEP par habitant et par an en 1975. Donc sur cette période, ils ont à peu près stabilisé, un peu diminué, mais disons stabilisé leur consommation par habitant. C'est à peu près vrai aussi pour les pays d'Europe occidentale. Donc les pays riches, industrialisés, développés comme on dit, et qui sont marqués en bas là, de mon schéma, c'est 13% de la population mondiale et 38% de la consommation d'énergie. Ce qui confirme l'inégalité qu'on a vue tout à l'heure. Et leur consommation moyenne, c'est 5,3 TEP par habitant. Vous voyez, c'est entre États-Unis et puis Europe-Japon, 5,3. Et supposons que la Chine, puis l'Amérique latine, puis l'Indonésie, puis enfin l'ensemble des pays arrivent, alors tout ça est au conditionnel, s'ils se donnaient comme objectif, avec les systèmes énergétiques actuels qu'on a vus, de rattraper les pays riches. Bon, on aurait vers les années 2050 ou 2060, enfin dans le 21e siècle, hein, parce qu'on voit bien que ces pays se développent finalement assez rapidement, on aurait 9 milliards d'habitants consommant 5,3 TEP par habitant. Ça fait 48 milliards de TEP, à comparer avec 12 aujourd'hui et avec les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Donc c'est impossible. Donc ce n'est pas tellement de se dire on va faire une grande discussion politique sur la transition énergétique, c'est de se rendre compte que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer continuer avec le système énergétique actuel, basé sur les énergies de stock, et avec les contraintes qu'on a vues de tous ordres, et que tout se passe bien. Alors évidemment, l'année prochaine se passe pas mal. Donc si vous raisonnez sur chaque court terme, à un moment donné, vous pouvez arriver à une crise extrêmement violente, voire la guerre. Et puis alors tout le monde dira alors quel malheur. Mais en fait c'est inscrit. C'est-à-dire si vous continuez avec les tendances actuelles, vous arrivez forcément à une situation soit conflictuelle, soit du fait que les pays les plus pauvres ne peuvent pas se développer, faute justement de moyens énergétiques. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle donc, la transition énergétique, qui consiste d'abord à ce que les pays riches, qui sont à 5,3 en moyenne, et on a vu lesquels, réduisent leur consommation d'énergie à travers ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire en faisant des économies d'énergie sur l'ensemble des usages. Et on s'est rendu compte, parce que quand on disait ça dans les années 75, c'était considéré comme des fous furieux, mais depuis 30 ans, il y a quand même eu des progrès. Je parlais des États-Unis qui ont à peu près stabilisé. Un pays comme la Californie a fait énormément d'économies d'électricité. On peut dire que c'est le pays le plus riche du monde et leur consommation d'électricité par habitant est inférieure à celle de la France, parce qu'ils ont fait de très gros efforts d'économie d'électricité. À travers donc l'ensemble de... Si vous analysez usage par usage, vous voyez que d'une part, il peut y avoir des économies liées à ce qu'on peut appeler le comportement, pas seulement le fait d'éteindre la lumière quand on quitte la pièce, mais aussi des comportements d'achat, par exemple, en faisant attention à, d'une part, est-ce que j'ai vraiment besoin de telle ou telle chose, et deuxièmement, si j'achète un équipement, ben je peux aussi penser soit à l'isolation de la maison, soit à l'achat d'un réfrigérateur performant, etc. Et vous savez que dans l'habitat, par exemple, on a fait de très gros progrès de construction, de matériaux, avec derrière des réglementations thermiques qu'il impose, mais ça s'est transformé. Petit à petit, toute cette industrie s'est transformée. Et on arrive aujourd'hui à des consommations très inférieures à ce qu'elles étaient il y a 50 ans,
au moment du premier choc pétrolier. Donc, une étude détaillée, si vous voulez, de tous, et basée sur l'expérience et basée aussi sur la modernisation des techniques, nous permet de dire qu'on peut, dans un pays comme la France, diminuer, on le reverra pour la France tout à l'heure, diminuer considérablement la consommation d'énergie. Et du coup, on s'inscrit dans le deuxième alinéa, qui est de dire, on remplace la notion de rattrapage par la notion de convergence. C'est-à-dire que les pays riches peuvent décroître leur consommation d'énergie sans se priver de confort, de déplacement, de mobilité, etc. Et à ce moment, et en parallèle, et ils en sont déjà conscients, les pays émergents et les pays en développement, au lieu de prendre pour modèle énergétique ce qui s'est passé à la toute la deuxième partie du XXe siècle dans les pays riches, de baser leur politique sur des questions d'efficacité énergétique et de développement. Alors sur cette question d'efficacité énergétique, je vous donnerai les références, mais on a fait justement un bouquin récemment, l'association Global Chance dont je fais partie, pour montrer les exemples à travers le monde. Moi, personnellement, j'ai travaillé en Chine, et les Chinois ont tout à fait compris que l'efficacité énergétique était, dès le 1,6 ou dès le 1, absolument indispensable pour leur développement économique. C'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas du tout pour objectif de rattraper les États-Unis en consommation d'énergie. Ils savent très bien que ce n'est pas possible. Et donc, ils mettent le paquet sur les économies d'énergie dans l'industrie, dans l'habitat, etc. Et là-dedans, c'est intéressant parce que c'est assez peu connu que justement ces efforts d'économie d'énergie deviennent quelque chose de très... au moins dans les intentions politiques. Alors dans les résultats, après c'est différents de pays à pays sur le sérieux de l'application ou les moyens qui y sont consacrés, mais c'est quelque chose qui devient un des fondements de la politique énergétique et donc vers cette histoire de transition énergétique. Le troisième facteur, c'est le rééquilibrage des 87-13, le rééquilibrage combustible de stock pour répondre aux différentes contraintes que j'ai citées tout à l'heure, et remplacement par les énergies renouvelables que j'ai citées également et qui sont, et c'est ça l'intérêt, qui existe partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays sans ressources d'abord d'économie d'énergie. Et même le pays le plus pauvre a tout à fait intérêt à en faire, non pas au sens de réduction de quelque chose de faible, mais étant donné une faible production d'énergie, par exemple, ou des moyens assez faibles d'importation d'énergie, de pouvoir servir beaucoup plus d'usages. Et ça, c'est vraiment une leçon très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas des économies qu'on fait seulement dans les pays riches, on peut les faire aussi dans les pays pauvres, émergents ou en développement, et ça, c'est pour eux un facteur de croissance parce que leur dépense énergétique devient plus faible pour le même service rendu. Et le développement, et enfin le dernier point, mais qui est tout à fait important quand on pense à la mise en œuvre de ces politiques, c'est le fait que, d'une part, au niveau planétaire, c'est possible partout, et ce n'est pas conflictuel, puisque ça repose sur des énergies locales, donc vous n'avez pas à faire la guerre ou à faire du colonialisme, etc., pour posséder les ressources de l'autre. Et deuxièmement, c'est applicable sur tous les territoires. C'est-à-dire que une ville, une petite ville, une grande ville, un petit pays, un grand pays, peuvent appliquer des politiques d'économie d'énergie ou de développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on passe dans un système qui est très international et très centralisé, basé sur les 4 énergies sur lesquelles ni l'un ni l'autre on a beaucoup de moyens d'action, hein, c'est très faible, à des programmes d'action qui peuvent être appliqués absolument à toutes les échelles, et on verra ça tout à l'heure sur la question de la France. Donc voilà, c'est très rapidement, mais si vous voulez, la transition énergétique, qu'après on peut décliner pays par pays ou condition par condition, je dirais le concept de cette transition énergétique, c'est bien la modification du système énergétique ou un changement de paradigme dans le système énergétique qui consiste d'une part à accorder autant d'importance à la consommation qu'à la production, alors qu'avant, si vous voulez, c'était que la production qui comptait par rapport à une demande qui devait croître au rythme de la croissance économique, sur laquelle on ne s'interrogeait pas, et deuxièmement, sur le développement des renouvelables. Alors, sur la question nucléaire, qui est particulière,
parce qu'en France, c'est très important, et on va le voir tout à l'heure, mais c'est de voir comment, c'est pas tellement, enfin si vous voulez, je pense que c'est important au niveau d'une assemblée telle qu'elle est ici, c'est pas tellement de se dire qu'il est important que tout le monde ait une opinion tranchée sur la question, mais c'est de comprendre les arguments à partir desquels un certain nombre de gens et un certain nombre de pays considèrent que le risque nucléaire, grosso modo, ne vaut pas la peine d'être pris. C'est en particulier ce qu'a décidé l'Allemagne récemment. Et donc, c'est au moins de connaître ces raisons et de les comprendre. Après, chacun peut réfléchir et savoir si, lui, son opinion est d'un côté ou de l'autre. La première chose, c'est un peu de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire. Alors, c'est assez marrant parce que, y compris dans les statistiques françaises, on vous parle toujours de l'énergie nucléaire, qui produit tant de kilowattheures. On l'appelle même quelquefois électricité primaire. Bon, et puis donc, pas grand monde sait très bien d'où sort cette électricité nucléaire. Bon, il y en a peut-être plus ici qui le connaissent parce qu'on est du côté de Cadarache, mais en moyenne, si vous voulez, c'est assez peu connu. Alors, la première chose, c'est donc très brièvement de voir comment ça marche et de voir les avantages et les inconvénients que ça présente. Et après, c'est une question de comparaison de ces avantages et de ces inconvénients et d'appréciation, d'acceptation ou non d'un certain risque. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez là le schéma d'une centrale nucléaire. Et en fait, une centrale nucléaire, c'est tout à fait comparable à une centrale à charbon. C'est-à-dire que vous avez une chaudière, d'ailleurs on appelait ça, les réacteurs nucléaires, on appelait ça aussi chaudière nucléaire. Vous avez une chaudière qui est en rouge sur le schéma, c'est le réacteur nucléaire qui est en rouge. C'est une chaudière dans laquelle on produit de la chaleur, de l'eau chaude sous pression. Après, cette eau chaude passe dans l'échangeur, qui est un peu à droite, qui est en vert. Vous avez le circuit. Donc le circuit rouge, c'est l'eau chaude sous pression, qui chauffe de l'eau qui est dans le circuit secondaire, qui fait de la vapeur. Cette vapeur va dans un turbo-alternateur et ça fabrique de l'électricité. Donc vous avez une machine dans laquelle on a trouvé une autre façon de produire de l'eau chaude ou de produire de la vapeur. Alors comment on produit cette eau chaude? Dans une chaudière à charbon, on fait brûler du charbon, donc on sait très bien la combustion. Encore que si on demandait comment fonctionnent exactement les réactions chimiques de la combustion, on n'en saurait pas beaucoup plus. Mais là, c'est un autre système qui est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, puisque ça date de 1938, et donc on se dit, bon, c'est très compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé un corps qui s'appelle l'uranium, qui a un isotope qui est l'uranium 235, et quand on le met dans certaines conditions, des combustibles qui sont à peu près des crayons, il se passe ce qu'on appelle la fission. Alors, dans le charbon, il y a le feu. Là, c'est la fission, c'est l'explosion d'un noyau d'uranium. Donc, le phénomène de base, c'est que ce noyau d'uranium explose. Comme il explose, il fait des fragments. Ces fragments se promènent dans la matière. Et cette explosion produit des neutrons qui vont dans un autre noyau, qui fait encore une explosion. Et puis, il y a une chaîne. Donc, vous avez la fission et la réaction en chaîne. C'est les deux phénomènes qui ont été trouvés entre 1938 et 1942, le premier réacteur. Et vous obtenez cette chaleur. Le combustible, les crayons deviennent très chauds, mais on fait passer de l'eau pour récupérer cette chaleur et après faire la vapeur, l'électricité, ce que je vous ai dit. Donc, ce n'est pas incompréhensible, simplement. Il y a ce phénomène qui se produit, qu'on a pu constater expérimentalement, et donc on a cette production de chaleur. Et donc, bravo, on a trouvé un nouveau moyen de produire de la chaleur. Pas plus. Alors après, vous pouvez discuter, est-ce que cette chaleur, c'est mieux de la produire avec le réacteur nucléaire, tel que je l'ai expliqué, qui est là, ou est-ce que c'est mieux de la produire avec du charbon? Mais il y a des problèmes avec le charbon, du pétrole, c'est pas tant, ou du gaz, là, avec le bois, ou de faire de l'électricité avec autre chose, l'hydraulique, l'éolien, etc. Mais le point de départ, c'est bien cette production de chaleur. Si on s'en tient là, tout va bien. On a trouvé un autre moyen de produire de la chaleur. Le problème, c'est que quand ce noyau d'uranium explose, il se divise en
en 2 ou 3 morceaux qu'on appelle les produits de fission, puisque c'est les produits de la fission, c'est des éclats, si vous voulez. Et ces produits de fission sont très radioactifs, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation instable par rapport à l'élément naturel qui existe dans la nature, et donc ils émettent des rayonnements alpha, bêta ou gamma qui sont extrêmement dangereux. Et donc vous avez au fur et à mesure que la fission et les réactions en chaîne fonctionnent dans le réacteur pour produire la chaleur, vous avez production croissante de produits de fission qui s'accumulent dans les combustibles. Et donc, quand ce combustible est usé à peu près au bout de 3 ans et qu'on le sort, on arrête le réacteur, on sort le combustible, on a des déchets radioactifs. Et donc, l'une des premières raisons de ceux qui considèrent que cette utilisation, cette nouvelle façon de produire de la chaleur n'est pas acceptable, c'est la production des déchets radioactifs, qui sont des déchets qui vont être radioactifs et dangereux pendant des centaines, voire des milliers d'années. Après, on peut discuter sur les stocks, mais de toute façon, ils sont là. Et donc, on a production de quelque chose qui va être dangereux pendant très longtemps. Donc, c'est la première raison pour laquelle les gens qui disent qu'il faut sortir du nucléaire, ça s'appuie sur cette raison. La deuxième raison, c'est la question de l'accident. Vous voyez bien que si ce réacteur rouge là que j'ai mis contient en son sein ces matières radioactives très dangereuses, pendant son fonctionnement, il est extrêmement important qu'il n'y ait pas un accident qui projette ces matières dans l'environnement, puisque toute cette radioactivité s'étendrait sur des territoires, et donc on aurait des situations catastrophiques, comme on l'a connu à Tchernobyl et à Fukushima. Et donc, la question est de se poser, est-ce que cet accident est possible? Est-ce que c'est vraiment des accidents qui se sont produits dans des circonstances tellement extravagantes qu'on peut considérer que c'est impossible? Ou bien est-ce que finalement, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent produire un tel accident? Alors cet accident se produit, ou s'est produit d'ailleurs, aux États-Unis une fois, et puis à Fukushima, sur ce type de réacteur, des réacteurs à eau, par le fait que, à un moment donné, pour des raisons qui sont soit intérieures à la machine, comme aux États-Unis à 3 Mile Island, soit extérieures à la machine, comme le tremblement de terre et le tsunami, qui font qu'on ne peut plus refroidir le réacteur. Alors à ce moment-là, dès qu'on a ce type d'accident, on peut arrêter la réaction en chaîne et la fission et la réaction en chaîne, mais la radioactivité reste suffisamment forte pour que si vous ne refroidissez pas, les combustibles, la gaine des combustibles se détruit, et il y a une formation d'hydrogène qui peut exploser, il y a une possibilité de ce qu'il y a eu à Fukushima, il y a une possibilité aussi d'explosion de vapeur entre le combustible qui fond et l'eau, et vous avez une possibilité que ce combustible fonde et traverse la cuve et ensuite puisse aller éventuellement dans le sol. Donc, la question qui se pose est, est-ce que cet accident est possible? Alors, pendant longtemps, il a été dit que cet accident était impossible, ou en tout cas que sa probabilité était tellement faible qu'il ne fallait pas en tenir compte. Et de ce fait, cet accident grave de fusion du cœur n'est pas prévu dans la conception des réacteurs français, des réacteurs à eau. C'est-à-dire que s'il y a une perte totale de refroidissement, il n'y a pas de parade. Et du coup, les autorités de sûreté, assez récemment, du coup, les autorités de sûreté ont dit, oui, l'accident grave est possible en France, mais on va prendre le maximum de précautions, etc., qui est normal. Donc, cette possibilité de l'accident, qui est reconnue, qui peut être considérée d'une probabilité extrêmement faible, parce qu'on prend des tas de précautions, et ça, c'est la thèse de ceux qui pensent que le nucléaire doit être utilisé. De la part de ceux qui pensent que le nucléaire ne doit pas être utilisé, c'est le fait qu'on ne peut pas garantir que dans toutes les circonstances, que ce soit des pannes de la machine ou que ce soit des agressions extérieures, soit naturelles, soit volontaires, ou du point de vue d'une agression, qu'on ne peut pas garantir que cet accident, y compris avec
destruction de l'enceinte de confinement et donc beaucoup de matière radioactive dans l'atmosphère, on ne peut pas garantir que ça ne se posera pas, et donc le choix est de ne pas utiliser cette technique. Donc, si vous voulez, c'est une explication des raisons qui font que les mêmes descriptions de possibilités de l'accident peuvent conduire des gens à dire, ben, écoutez, moi je considère soit qu'il faut accepter la possibilité de cet accident et d'en limiter le maximum les conséquences, soit qu'il faut suffisamment renforcer les défenses pour que même si ce n'est pas prévu par la conception, ça ne puisse pas se passer. Donc vous pouvez assister à des conférences qui vous diront la deuxième partie que je vous ai présentée. Je crois que ce sont, on peut dire, les deux thèses en présence par rapport à l'existence qui, elle, est reconnue et qui est décrite dans tous les livres, je veux dire, de l'existence de la possibilité de cet accident. Donc ce sont les deux raisons principales qui font qu'un certain nombre de gens, et aussi un certain nombre de pays. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces raisons sont considérées en France, dans les milieux, disons, qui sont plutôt en faveur du nucléaire, comme complètement irrecevables, mais ce sont les raisons qui ont été les raisons du gouvernement allemand et du Parlement allemand de décider la sortie du nucléaire. Donc c'est intéressant de comprendre après pourquoi des deux côtés du rail les opinions sont aussi différentes. Alors une fois qu'on a cette problématique du risque, c'est pas mal d'avoir une idée de la situation du nucléaire dans le monde actuellement pour savoir si justement on a affaire à quelque chose d'extrêmement important dans la situation énergétique mondiale, ou si comment se pose la position de la production d'origine nucléaire dans le système énergétique mondial. Alors on a vu au début que ça représentait les 6% de l'énergie primaire, et ça, les 6%, c'est donc la chaleur. Maintenant, vous comprenez la chaleur produite dans les réacteurs. Et si on regarde, donc toute cette chaleur sert à faire de l'électricité. Sur toute l'énergie primaire, 40% sert à faire de l'électricité. Et le charbon, majoritairement, sert à faire de l'électricité. Le pétrole, très peu, puisque lui, il va surtout dans les transports. Le gaz naturel, c'est à peu près moitié-moitié. Et le nucléaire, c'est uniquement pour l'électricité. Et donc, vous avez là, dans ce camembert, la production d'électricité au niveau mondial pour la même année, en 2008. Et vous voyez que le maximum, c'est le charbon, 41%. Ensuite, c'est le gaz, 21%. Ensuite, c'est les énergies renouvelables, 19%. En majorité l'hydraulique, mais de façon croissante l'éolien et le photovoltaïque. Mais enfin, ça reste l'hydraulique. En second, c'est l'éolien. Et le troisième, le nucléaire, représente 13% de la production d'électricité. Et vous avez 6%, c'est 6% pour le pétrole, parce que je l'ai dit, le pétrole va surtout dans les transports. Donc, le nucléaire au niveau mondial, et même pour la production d'électricité, n'est pas actuellement très important. D'ailleurs, actuellement, la part des énergies renouvelables en relatif augmente et celle du nucléaire diminue, pour l'instant. Enfin, la répartition entre les différents pays, là aussi, en gros, il y a une dizaine de pays qui ont développé le nucléaire de façon importante. Et là, vous avez donc les productions d'origine nucléaire dans la première ligne. Vous voyez que le maximum, enfin, la production la plus forte, c'est les États-Unis, puis après la France, après le Japon, avant Fukushima, puisqu'actuellement c'est très faible. Et puis la Russie, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce qui est important, c'est de voir la part de la production d'origine nucléaire dans la production totale d'électricité. Là, vous voyez qu'il y a une très grande différence. La France est à 75%, et les autres sont, le maximum, c'est la Corée du Sud avec 30%, et les 19% États-Unis, 28% Japon, ce qui a changé aussi avec Fukushima, 16% Russie, 22% Allemagne, et 16% Royaume-Uni. Alors parmi ces pays, donc on sait que l'Allemagne a décidé, elle, enfin le Japon, c'est presque zéro, enfin c'est quelques pourcents, mais c'est du fait de l'accident de Fukushima, tandis que l'Allemagne, c'est du fait de sa décision de sortir, d'arrêter les centrales nucléaires. Ils en ont arrêté 7 au moment de Fukushima, 7 réacteurs,
d'arrêter les 8 ou 10 restants sur une dizaine d'années. Donc voilà, et on va faire l'arrêt prévu, et après on parlera de la situation française, surtout sous l'angle de la transition énergétique. Alors avant de parler de la France, est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez dit à un moment donné dans votre exposé qu'on pouvait prendre un certain nombre d'arguments et puis ensuite on comparerait les différentes sources d'énergie. Ce qui me paraît effectivement, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, après ça, tout le discours que vous l'avez tenu uniquement à propos du nucléaire. Et je suis quand même un peu surpris. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans votre deuxième transparent, vous dites pollution et déchets, nucléaire en premier, accident grave, nucléaire en premier. Pollution, si on regarde la production en Europe d'électricité, on sait que la production d'électricité en Europe, par la pollution atmosphérique, fait 20 000 morts par an. Et ça n'est absolument pas le nucléaire qui fait ça. Deuxième considération, la considération des déchets. Après tout, les déchets du nucléaire sont très embêtants, je vous l'accorde. On a des problèmes pour le stockage à long terme, mais actuellement, ils sont confinés et ils font infiniment moins de mal que les déchets de la combustion qui, eux, nous placent dans le changement climatique. Et j'en viens à l'accident grave. Est-ce qu'avec tout ça, on est protégé de l'accident grave? Absolument pas, puisqu'en effet, je veux dire, il n'y a qu'à se souvenir de mettons, une seule canicule en France a fait 30 000 morts en Europe et 15 000 en France, ce que le nucléaire n'a jamais fait. Donc, je termine là-dessus en disant, quand même, on pourrait avoir des comparaisons que vous sembliez souhaiter un peu plus équilibrées. Très juste, très bien. Simplement, la canicule ne produit pas d'électricité, ni l'inverse. Moi, je compare entre les moyens de production d'électricité. Oui, Toto, mais j'ai expliqué que dans la transition énergétique, la priorité, c'était de réduire les émissions de combustibles fossiles à cause des réserves et à cause du climat. Et là-dessus, tout le monde... Monsieur, je vous réponds. On ne peut pas faire un dialogue à deux, là on prend un rendez-vous sur mail. Donc j'ai dit, vous avez raison, simplement la canicule comparée au nucléaire, il ne faut pas exagérer. Donc on compare les moyens de production d'électricité, d'accord ? Sur les déchets, c'est vrai qu'actuellement les déchets sont stockés en entreposés, ce n'est pas sans risque, les piscines qui contiennent les combustibles irradiés sont vraiment les piscines qui contiennent des combustibles irradiés ne sont pas des lieux de pollution, ce sont des risques d'accident. Et oui. Quant aux fossiles, vous avez raison, il faut réduire les consommations d'énergie fossile. Et je vous ai dit, les objectifs de réduction des émissions de CO2, c'est un facteur 4. Donc, il faut réduire les combustibles fossiles. Donc, la transition énergétique, c'est bien les deux choses, la réduction des énergies de stock et le développement des renouvelables. Pourquoi je mets l'accent sur le nucléaire? Si je faisais ma conférence dans un autre pays, la question nucléaire serait secondaire. Il se trouve qu'en France, elle est cruciale à cause de cette histoire des 75%. Donc il est important que par rapport à ces 75%, les gens d'une part soient conscients de cette différence entre la France et les autres, 75% comparé à 30%, mettons, quelque chose comme ça, et donc qu'au moins il y ait une compréhension des raisons pour lesquelles. Mais je suis d'accord avec vous que si on disait on va supprimer le nucléaire et continuer à fond la caisse sur les fossiles, ça serait complètement déraisonnable et tout à fait opposé à tout ce que j'ai dit sur la transition énergétique. Donc quand même.
Il y a un problème que vous n'avez pas du tout abordé, c'est celui des énergies stockables. Aujourd'hui, en gros, plus de 90% c'est du stockable, puisque vous avez 87% qui sont du charbon, du gaz, etc. Et dans l'hydraulique, Serre-Ponçon, ça stocke de l'énergie. Pas le Rhône, mais bon, donc il y en a une partie. Et 10% qui sont des énergies que l'on doit prendre à la volée. Or, actuellement, quel est le problème de l'Allemagne? Ils ont fait des éoliennes dans le nord et ils n'ont pas de moyens de stockage, ce qui fait qu'une grande partie du temps, leurs éoliennes tournent, produisent de l'électricité qui n'est pas utilisée. Donc, ces énergies qui sont alternatives, ou autre exemple, une statistique sur 10 ans des éoliennes allemandes donne un taux de disponibilité par rapport à la puissance installée d'en gros de 16,5%. Si vous faites l'équivalent pour du charbon, du gaz ou du nucléaire, vous êtes à 85%. Enfin, je ne cherche pas les... Donc en gros, il faut 5 fois plus d'éoliennes, de puissance installée d'éoliennes, que de l'autre. Or là, ça nous donne des surcoûts qui sont extrêmement importants, d'autant que les stockages sont très limités. Il n'y a en gros que l'hydraulique aujourd'hui qui fonctionne, et des pays comme la Hollande, elle ne va pas avoir beaucoup d'hydraulique de stockage. Tout ça est très vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, d'abord, c'est vrai, mais si vous regardez le coût du kilowattheure, l'éolien terrestre, c'est pas très loin du classique et du. Enfin, c'est moins que le coût du kilowattheure. C'est un peu plus que le coût du nucléaire amorti. Mais d'après la Cour des comptes, ça se situe à peu près au coût du nucléaire s'il est correctement compté avec les déchets, etc. Bon, ça c'est la question des coûts. Donc c'est vrai qu'il faut plus de puissance, mais le coût du kilowattheure qui en résulte n'est pas très élevé. Deuxièmement, l'histoire tout à fait juste de la variabilité de l'éolien ou du solaire, c'est tout à fait vrai. Alors, à deux points de vue, c'est-à-dire effectivement, si j'ai de l'éolien dans un coin et que j'ai besoin de l'électricité plus loin, je suis obligé de tirer des lignes. Ça, c'est vrai de toutes les productions d'électricité. C'est-à-dire, si vous souvenez-vous, quand on avait les barrages des Alpes qui étaient dominants, il fallait bien l'apporter ailleurs. Alors, le problème actuel en Allemagne, c'est qu'effectivement, il va falloir faire des lignes. Mais quand on a fait le programme nucléaire, on a fait 600 millions de milliards de francs. Enfin, le même coût pour le réseau que pour les centrales. Donc, si vous développez un nouveau système de production, vous aurez effectivement à installer des réseaux. Troisièmement, c'est la complémentarité des énergies renouvelables entre elles. Vous avez celles qui sont effectivement variables, mais avec une variabilité qui est quand même assez prévisible, qui est de plus en plus prévisible, parce qu'il y a des prévisions à court terme qui sont pas mauvaises. Et vous avez la compensation de celles qui sont variables par celles, soit comme l'hydraulique, qui peut vous utiliser la pointe de l'hydraulique pour compenser au lieu de l'utiliser uniquement pour le chauffage électrique, ce qui est quand même un peu con, pour compenser la variabilité de ceux qui sont variables. Et deuxièmement, vous avez aussi la biomasse. Et si vous avez un ensemble photovoltaïque, éolien, biomasse, hydraulique, vous réduisez déjà beaucoup cette notion de variabilité. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux intelligents, c'est-à-dire la possibilité de jouer parallèlement sur la consommation. Ce qu'on a fait grossièrement, mais qui était la même idée, quand on a fait les tarifs jour-nuit d'EDF. C'est-à-dire, vous lancez votre machine la nuit parce que le tarif est plus bas. Quatrièmement, je ne sais pas combien, vous avez des possibilités de stockage. Bon, vous avez l'histoire des steppes, c'est l'hydraulique, mais aussi vous avez la méthanation qui commence à avoir des pilotes en Allemagne, qui est avec votre éolien en rab dont vous parliez, et qui est juste. Par exemple, si la nuit il y a du vent et qu'il n'y a pas de demande électrique, vous n'allez quand même pas... vous perdez la production. Avec cet éolien, vous pouvez produire des kilowattheures, produire de l'hydrogène, faire une réaction hydrogène CO2 et produire du méthane, c'est-à-dire du gaz, et le mettre sur le réseau de gaz, et à ce moment-là, vous avez une certaine façon de stockage de l'électricité. Donc voilà, je veux dire, c'est pas dramatique. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on trouve des solutions, soit de compensation, soit de complémentarité, soit de stockage. On va prendre juste deux...
Deux questions devant, parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure normalement. Et si on veut parler de la France, courte. Question courte. C'est pas... Bon, je voudrais un petit peu changer de sujet et revenir sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nous disent les climatologues? D'abord qu'on n'a jamais, vous l'avez dit, émis autant de gaz à effet de serre que maintenant, et ensuite que plus tôt on les réduira, plus on a de chances de limiter le réchauffement climatique. On est dans la même situation qu'un cancer. Plus on attend, plus on réagit vite, plus on a de chances de guérir. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? La première solution, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est les économies d'énergie. À titre personnel, je suis un fervent apôtre des économies d'énergie. Balayons chez nous en France, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas du discours, je parle de la réalité. Attendez, je parle de la réalité. Si on prend les statistiques de consommation d'énergie depuis une vingtaine d'années, les Français consomment de plus en plus, contrairement à ce que nous disent les médias. Je prends l'électricité, c'est de l'ordre, en moyenne, sur 20 ans, de 1,3% par an. Donc, la politique d'économie d'énergie, les Français n'en veulent pas. Ils continuent à consommer. Je pense qu'ils feront des économies le jour où on aura une catastrophe. Ensuite, les énergies renouvelables. Mais non, oui, mais attendez. Vous avez un point de vue. On est en démocratie. Il faut que les différents points de vue s'expriment. Les énergies renouvelables. Je suis, monsieur... Bon, j'ai ici un document. Je suis un spécialiste des énergies renouvelables. Hein. J'ai travaillé sur le four solaire, etc. Bon, et beaucoup en Allemagne. Vous avez ici un document qui vous montre du Commissariat général de développement durable, qui vous montre que la proportion des énergies renouvelables dans notre consommation, depuis 20 ans, elle n'a pas évolué. Ça, c'est la réalité. Il faut prendre l'ensemble. Alors, je veux terminer sur l'Allemagne. Attendez, j'ai un point important. On regarde l'Allemagne. L'Allemagne consomme... Non, mais monsieur, attendez. C'est une réalité qu'il faut écouter. L'Allemagne consomme 9,6 tonnes de CO2 par habitant et par an. La France, 5,5. Eh bien, je pèse mes mots là. L'Allemand moyen contribue, puisqu'il contribue 1,6 à la dégradation de notre environnement. Et ça, c'était avant Fukushima. Alors, oui, mais je termine. C'était avant Fukushima. Eh bien, depuis Fukushima, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Leurs 147 TWh. Eh bien, suivant les statistiques de Fraunhofer Institute, ils ont augmenté leur production charbonnière de 12,5%. Ils continuent à augmenter, et pire la limite. Alors, ma conclusion, elle est simple. Si nous voulons éviter le cancer du réchauffement climatique à nos enfants, à nos descendants, c'est ça le grand problème du monde, hein, le réchauffement climatique. Eh bien, tant qu'on ne fera pas d'économie d'énergie, tant que les énergies renouvelables n'auront pas atteint leur niveau, on n'a pas d'autre solution que de développer le nucléaire. Alors, le monsieur m'a dit qu'il avait une toute petite question. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Non, en fait, moi j'ai deux questions. Hein, en fait. La première, existe-t-il une parade en cas d'accident nucléaire? Deuxième question, la maintenance de la sûreté nucléaire est-elle assurée autrement qu'à bas coût, comme ça a été le cas en France entre 90 et maintenant? S'il vous plaît, là devant. Bon, l'histoire de la sûreté nucléaire à bas coût, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Il faut... Bon, ça c'est dans l'exploitation, c'est un peu compliqué votre truc, parce que effectivement, c'est dans l'exploitation des centrales nucléaires qu'il y a eu une certaine dégradation par l'utilisation croissante de la sous-traitance, et en particulier des intérimaires. Et sans qu'on puisse quantifier les conséquences que ça peut avoir, on voit bien que si, comme en parallèle, il y a une certaine accélération des temps de travail pour la maintenance, pendant les arrêts de tranche, pour changement du combustible, etc., on est dans une situation qui est probablement plus défavorable du point de vue de l'aspect exploitation
à cause de ces facteurs qui sont des facteurs aussi d'organisation du travail, d'utilisation des intérimaires, etc. C'est très difficile à quantifier, mais c'est vrai qu'il y a, y compris dans les gens qui travaillent dans les centrales et qui ne sont pas du tout critiques par rapport au nucléaire, il y a une certaine, et en particulier de la part des syndicats, il y a actuellement une certaine... il y a un vrai problème de conditions de travail et d'organisation du travail. Ça, je suis d'accord avec vous. La deuxième question, c'est cette question de l'accident. Alors, intrinsèquement, ce que je vous ai dit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens de la sûreté nucléaire, il y a deux choses qui sont dites, et que quand on les met en parallèle, on voit bien qu'il faut s'interroger. C'est un, dans les réacteurs nucléaires actuels, comme d'ailleurs dans le réacteur de Fukushima ou comme d'ailleurs dans le réacteur américain, puisque nos réacteurs sont d'origine réacteurs sous pression à ordinaire, uranium enrichi, c'est le réacteur Westinghouse américain au départ, et avec assez peu de transformation. L'accident grave n'est pas pris dans la parade à l'accident grave n'est pas prise en compte dans la conception des réacteurs. C'est-à-dire que si... C'est écrit en tant que tel, et c'est vrai. C'est-à-dire s'il y a... Je parle dans les centrales existantes, c'est quand même incroyable. Mais, moi, je veux bien après qu'on parle du réacteur du futur. Je dis, l'IRSN nous dit, sur les 58 réacteurs existants, l'accident grave n'est pas pris en compte dans la conception. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, je le répète, ça veut dire que s'il y a perte de refroidissement, soit parce que vous avez des tuyaux qui ont pété, etc., il y a une fuite, soit parce que la cuve se fend. Ce n'est pas des choses inimaginables, c'est des choses dont on peut dire, ah ben, il y a quand même peu de chance, enfin, je veux dire, soit parce que l'eau ne peut pas circuler, soit parce qu'il y a une panne totale d'électricité qui fait qu'on ne peut pas faire marcher les pompes, soit du système normal de refroidissement, soit du système de secours. C'est passé à Fukushima, soit qu'il y ait fuite, puis une vanne qui pète, puis etc., et ça s'est passé à 3 Mile Island, le cœur fond, et par rapport à ça, on n'a pas de parade. Donc voilà ce que ça veut dire. Et donc, la discussion après, c'est de se dire, est-ce que, si cet accident est possible, on doit discuter, et alors là, ce n'est plus une question d'expert, c'est une question d'acceptabilité ou non d'un certain risque. Si on dit aux gens de la vallée du Rhône et autour, accident de type fusion du cœur et matière radioactive à Tricastin. Bon. Ah bon. Alors, on discute, est-ce que cette possibilité est acceptable ou non? On peut très bien conclure qu'elle est acceptable, comme on accepte d'autres choses. Ou bien on peut dire, bah, écoutez, par rapport au bénéfice que ça apporte, qui est indéniable, ça fait de l'électricité. Vous voyez, bon, ça fait de l'électricité. Par rapport à ça, j'accepte ou non le risque. Mais il faut avoir conscience que ce risque existe. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'on peut... Faites attention parce qu'on va passer à la situation française, voilà, dans laquelle il y a un peu de nucléaire aussi. Donc, vous avez parlé de Tricastin, donc ça fait une transition avec la France. Gardez votre question pour la deuxième partie. De toute façon, quelle que soit la question, vous pouvez la placer, même si c'est pas relatif à la France. Là aussi, c'est juste un problème de savoir de quoi on parle. Alors, quelle est en France la consommation d'énergie, avec à gauche, sur ce schéma est très bien parce qu'il vous montre les flux énergétiques. À gauche, vous avez les sources primaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est exactement les mêmes. Pétrole, charbon, gaz, uranium et énergie renouvelable. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui est consommée par les consommateurs. Alors, vous ne regardez pas les chiffres, d'abord ils sont illisibles, donc ce n'est pas grave. Mais vous voyez, donc on consomme du charbon très peu.
c'est la ligne noire du haut. Vous voyez, les épaisseurs des lignes sont proportionnelles à la quantité. Donc, c'est quelques millions de tonnes équivalent pétrole. En dessous du charbon, en rouge, c'est en orange. Attendez, on ne peut pas éteindre. Vous voyez grand-chose? Oui? Peut-être on peut baisser, non? Ah. Bon. Donc, le deuxième, c'est le pétrole. Donc, vous voyez que le pétrole arrive et puis, bon, il est raffiné, mais ça consomme assez peu d'énergie. Et donc, le gros du pétrole se transforme en produits pétroliers qui sont consommés à droite. Le gaz, lui, il n'est pas transformé du tout. Donc, pratiquement, il y a une petite partie qui va dans la production d'électricité. Vous voyez, c'est la flèche qui va vers en bas. Mais la plupart est consommée chez vous, enfin, pour la cuisson, le chauffage, des choses comme ça, le chauffe-eau. Le violet, c'est l'uranium. Et c'est, je vous avais dit, c'est la chaleur produite dans les réacteurs nucléaires. Vous voyez, c'est une quantité très importante. La chaleur produite dans les réacteurs nucléaires. Et comme c'est une centrale thermique, c'est-à-dire qu'on passe par le cycle thermodynamique, vous avez les 2/3 de cette chaleur qui part dans l'environnement, c'est-à-dire que ça vient le refroidissement de la vapeur absorbe cette chaleur. Les 2/3 donc qui sont des pertes. Et vous avez 1/3 qui est l'électricité, que vous voyez, c'est la flèche verte vers la droite. Bleu, enfin, bon, oui, c'est plutôt bleu. Et le dernier sont les énergies renouvelables. Donc, vous voyez la grande partie verte qui va jusqu'au bout, c'est la biomasse, c'est-à-dire le bois de feu qui va dans les cheminées, les poêles, etc. Et puis, vous avez l'hydraulique, l'éolien, et puis un petit bout de photovoltaïque. Donc, voilà le système énergétique français. Alors, qu'est-ce qui est frappant, si vous voulez, dans ce système énergétique, c'est que le charbon est importé, à part une toute petite production, je sais pas, on ne voit même pas les petites flèches qui sont la production nationale. Le pétrole est importé, le gaz naturel, ou gaz fossile est importé, l'uranium est importé, et donc la production nationale, c'est essentiellement les énergies renouvelables, avec la biomasse qui est importante et l'hydraulique pour la production d'électricité. Donc il y a une situation dans laquelle on est quand même très dépendant de l'extérieur, avec des degrés divers, puisque le pétrole, des degrés divers qui sont liés essentiellement à l'origine de ces sources énergétiques. Donc il y en a qui sont plus ou moins, qui ont des origines plus ou moins difficiles. Le charbon, on peut l'importer du Canada, d'Australie, d'Amérique du Sud, etc. Le pétrole est quand même, les grandes ressources de pétrole, c'est le Moyen-Orient, donc on sait très bien que c'est une zone relativement fragile du point de vue géopolitique. Le gaz naturel vient de Norvège, de Russie et d'Algérie, essentiellement, c'est les 3 fournitures principales. L'uranium vient du Canada, du Niger, ça doit être le Canada, je crois, le plus important, le Niger et le Kazakhstan. Donc, si vous voulez, ce sont des approvisionnements extérieurs avec des avantages et des inconvénients. Par exemple, les matériaux fossiles, quoi, essentiellement le pétrole, le gaz, le charbon, on a des stocks, mais ce sont des stocks relativement limités, ça peut être 3 mois ou 6 mois. Les stocks stratégiques, ça doit être 6 mois, je pense, de pétrole. Vous avez des stocks de gaz, vous pouvez avoir des stocks de charbon, mais il y a une certaine limite dans le temps. L'uranium, par exemple, ce sont des quantités plus faibles qui sont nécessaires, et donc on peut avoir des stocks beaucoup plus importants. Donc il y a une dépendance qui est moins forte, mais bien que ce soit importé. Enfin, il faut quand même être conscient que 90% de nos sources énergétiques, la matière première est une matière première importée. Alors si maintenant on regarde qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie, c'est-à-dire l'énergie finale qui arrive au niveau des consommateurs, vous voyez que, je me baisse pour, vous voyez qu'au niveau des consommations, la plus grande, qu'on voyait d'ailleurs sur les flèches tout à l'heure, la plus grande dépendance, c'est les produits pétroliers. Parce que 43% de la consommation d'énergie finale, ce sont les produits pétroliers. Ensuite, vous avez 24%, c'est l'électricité. Donc, si on met ici la question de la production nucléaire,
La production nucléaire, on a vu qu'il y avait 75% qui était de la production d'électricité, 75% qui était d'origine nucléaire. Il y en a une partie qui est exportée, ce sont des exportations. Donc, à peu près les 2/3 de l'électricité sont au niveau de la consommation, sont d'origine nucléaire. Donc, c'est une proportion très importante. Et ensuite, vous avez le gaz et après la biomasse et les autres renouvelables. Donc, dépendance pétrolière, c'est une première contrainte ou difficulté du système énergétique français, puisque vous avez le problème d'approvisionnement, mais surtout le problème de l'augmentation des prix de l'essence en particulier, et la dépendance extérieure. Et deuxièmement, la dépendance très forte pour ce qui concerne l'électricité par rapport à la production d'origine nucléaire. Si vous regardez à droite la consommation par secteur, là aussi c'est important parce que on nous dit, enfin il y a une idée comme ça qui passe même à l'école, c'est que l'énergie est surtout consommée par l'industrie. En fait, ça a été vrai au XIXe siècle, c'est encore vrai dans un pays comme la Chine, parce que dans un pays qui a une croissance forte actuellement, l'industrie est forte. En France, c'est 18% la consommation de l'industrie. Alors vous me direz, l'industrie est dans une position un peu faiblarde en France, ça ne serait pas plus mal, ça pourrait être 20, 22, ou même aller jusqu'à 25, mais c'est moins d'un quart. Ce qui est déjà nettement au-dessus, c'est les transports. Et ça, c'est une consommation à 90% de produits pétroliers. Donc vous avez une dépendance très forte du couple produits pétroliers-transport. Donc là, on a un point de fragilité qui est très important. Et c'est un secteur sur lequel développer les transports collectifs électriques, par exemple, serait une très bonne chose. Donc là, on peut se dire, il y a un transfert de combustibles fossiles, de pétrole vers l'électricité qui serait intéressant. Mais le gros de la consommation, et ça, c'est pas suffisamment connu, c'est dans les secteurs résidentiels et tertiaires. C'est-à-dire dans les bâtiments de logement et les bâtiments de bureaux, administration, etc. Puisque c'est 29% et 16%, c'est-à-dire 40, chaque fois je me trompe, 45%. Donc presque la moitié de la consommation d'énergie, c'est dans les bâtiments. Et c'est donc un secteur dans lequel il faut absolument... Et cette consommation d'énergie, c'est en grande partie la chaleur, le chauffage des locaux, et l'électricité. C'est les deux types de consommation dans les bâtiments, c'est la chaleur et l'électricité. La chaleur pour lequel une partie d'ailleurs est produite par l'électricité, mais disons que ce dont on a besoin c'est la chaleur, ou qu'on utilise, c'est chauffé, disons comme usage chauffé, et l'autre c'est des usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire les usages pour lesquels dans la situation actuelle, la seule réponse c'est l'électricité, c'est l'éclairage visuel et l'informatique. Donc vous voyez, pratiquement la moitié, c'est, je dirais, chez vous, à des degrés divers, chez vous, habitat, et chez vous, travail. Donc, il faut au moins le savoir. Et c'est pas tellement dans l'industrie. Alors, dans la consommation d'électricité, je dirais c'est encore plus flagrant, puisque vous avez 27% dans l'industrie, où là aussi, on nous dit qu'on a besoin de beaucoup d'électricité pour notre industrie. Certes, il faut fournir l'électricité à notre industrie, mais ce n'est pas là qu'elle va le plus. 3% pour l'ensemble des transports. Alors vous me direz, les transports collectifs dans votre région, ce n'est pas terrible, mais l'ensemble des transports, TGV, TER, métro, tram, etc., c'est 3% de la consommation d'électricité. Donc vraiment, on peut là augmenter. Et par contre, 69% d'électricité dans les bâtiments. Alors une partie, d'ailleurs minoritaire, contrairement à ce qu'on pense, ça doit faire 250, 63%. Ben oui, on a nos 448, les 2/3, ben ça fait presque 300, oui 300. Ça fait 300 milliards de kilowattheures consommés dans les bâtiments, et dont la majorité dans le résidentiel, donc ça doit faire 200 à peu près. Et là-dedans, il y a à peu près 60 de chauffage électrique et 140 à 150 d'usages spécifiques, sur lesquels on peut faire des économies considérables, parce qu'on sait qu'on peut trouver des réfrigérateurs plus performants, on trouve des éclairages plus performants,
Donc là, il y a un très fort potentiel. Donc premier, on a vu le couple transport produits pétroliers. Deuxièmement, c'est électricité bâtiment, où là, il y a des économies à faire. La troisième, que j'ai déjà évoquée largement, c'est la question du nucléaire en France, puisqu'on a vu 75% de la production et 65% de la consommation. Alors là, au-delà de la question des risques qu'on a déjà discuté, il y a la question des coûts. Et la question des coûts, si justement on aborde brièvement la question du nucléaire futur, il y a quand même une question des coûts qui a été soulignée par la Cour des comptes et qui se confirme assez dernièrement sous les coûts croissants des investissements pour les centrales nucléaires. Là, vous avez la courbe en francs constants de 1998, le coût par kilowatt depuis les premières centrales, disons celles qui ont été construites à partir de 1974. Vous voyez que les coûts d'investissement ont augmenté régulièrement par kilowatt, hein, donc c'est bien des choses par mégawatt installé. Et vous avez l'EPR qui est à peu près sur la même courbe, mais assez haute, comme si on avait prolongé, si vous voulez. Et l'EPR, le calcul qui est présenté ici, est basé sur les 6,5 milliards qui était le coût d'investissement de l'EPR il y a un an. Et maintenant, vous savez que le coût de l'EPR de Flamanville, qui est donc le premier qui est construit en France, et le coût de l'EPR de Finlande, qui est construit par les Français en Finlande, c'est 8,5 milliards. Alors, on nous dit que il y a eu des retards qui ne sont pas normaux et que normalement, on devrait, si on faisait une série d'EPR, revenir à peu près à 6,5, c'est-à-dire revenir à peu près à ce qui est ici. Mais ici, ça veut dire des coûts d'investissement qui sont plus élevés, en particulier très nets, qui aboutissent à des coûts du kilowattheure, parce que l'investissement, on ne peut pas le comparer, parce que la production d'une éolienne, par exemple, est beaucoup plus faible, mais c'est des coûts qui sont supérieurs au coût de l'éolien terrestre, par exemple. Donc, dans la discussion sur les choix, il y a aussi la dimension économique qui intervient à deux niveaux. D'une part, le coût réel du nucléaire quand il marche, où il y a à la fois les coûts d'investissement, les coûts de stockage, etc., des déchets, et le coût de démantèlement des opérations. Donc ça fait, si vous voulez, des coûts globaux qui s'étendent en plus sur des périodes très longues, et dont la Cour des comptes indique, en particulier pour les déchets et pour le démantèlement, ils étaient actuellement très sous-estimés. Et deuxièmement, vous avez, si on prend la possibilité d'un accident majeur, le chiffrage d'un accident majeur en France qui a été fait récemment par l'IRSN, c'est de dire un accident majeur sur une centrale nucléaire en France, en moyenne, le coût global serait de 450 milliards d'euros. En comptant toutes les conséquences, en particulier sur les territoires. C'est-à-dire que même si on a pu évacuer les gens et que donc le nombre de victimes est limité, vous avez des territoires qui sont contaminés, qui sont donc inutilisable pendant un certain temps. Alors c'est une moyenne, ça veut dire que dans certains sites, ça serait beaucoup plus parce que la zone serait particulièrement riche, je dirais, et peuplée, dans d'autres, ça serait moins. Donc ça veut dire que dans le calcul économique, il faut en tenir compte puisque ça se traduit par une notion d'assurance. Même si le nucléaire n'est pas assuré comme une industrie normale, c'est l'État qui l'assure, ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait qu'une telle dépense pourrait arriver un jour. Et donc, je vais avancer parce que je pense que nous ne sommes pas très loin. C'est un quart, je crois. Alors là, vous avez une comparaison, juste pour illustrer, entre l'Allemagne et la France, sur la consommation d'électricité spécifique. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'entre 1991 et 2000, les deux courbes se suivaient. C'est la consommation d'électricité spécifique par habitant, c'est-à-dire c'est comparable. En électricité, je pourrais comparer, la France consomme beaucoup plus, mais je compterai le chauffage électrique, ce qui n'est pas correct, puisque les Allemands, ils se chauffent quand même, mais avec d'autres choses. Donc je compare ce qui est comparable.
il y a les usages spécifiques, seulement électricité, éclairage, audiovisuel, etc. Et vous voyez qu'à partir de 2000, la France a continué comme ça à augmenter de façon imperturbable, et l'Allemagne a pratiquement stabilisé. Ce qui veut dire, pour des raisons en particulier, de coût de l'électricité, c'est-à-dire les raisons sont expliquées, c'est pas simplement... mais donc, ça veut dire que c'est possible. Et donc, il y a un potentiel d'économie d'électricité qui est possible en France. Et donc, on peut réduire les consommations d'électricité. De la même façon que la France est engagée au niveau européen, comme les autres d'ailleurs, à réduire de 20% d'ici 2020 la consommation d'énergie finale. Donc, le discours sur les économies d'énergie n'est pas un discours, si vous voulez, en l'air. C'est une obligation au niveau européen. Et la France est engagée sur cette réduction. Alors, elle ne s'est pas engagée sur une réduction pour l'électricité, mais elle s'est engagée sur l'ensemble des consommations finales dont l'électricité fait partie. Et l'autre comparaison très rapide, c'est les énergies renouvelables, où vous avez à gauche l'Allemagne et à droite la France. Vous voyez qu'en 1991, l'Allemagne avait 25 milliards de kilowattheures de renouvelables, essentiellement de l'hydraulique, 20 d'hydraulique. La France avait 65, donc était 3 fois plus pratiquement de renouvelables par rapport à l'Allemagne. Sur les 20 ans, et même sur les 10 dernières années, la France a augmenté de 10 en éolien et un peu de photovoltaïque, ou un peu de biomasse, et l'Allemagne a augmenté de presque 100. Quoi. Et la France a des potentiels supérieurs, aussi bien en éolien qu'en solaire et qu'en biomasse. Donc ce que nous disons, c'est que viser une augmentation d'une centaine pour la France sur les 10 prochaines années n'est pas du tout invraisemblable si les Allemands l'ont fait les 10 années précédentes. Et l'Allemagne n'est pas connue pour étant un pays complètement idiot sur le plan économique. Bon, donc ça mérite quand même une certaine attention. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est, en tout cas, que c'est possible. Donc ça, c'était la comparaison qui nous permettent, si vous voulez, de faire par comparaison. On dit, ben, si on fait ça en France, bon ben voilà à quoi on peut arriver. On pourrait arriver à peu près à 100, 180 à 200 de renouvelables, puisqu'on a une avance avec l'hydraulique, puisqu'elle est déjà à 70, 65, 70. Et donc ça veut dire qu'on pourrait, sur 10-12 ans, arriver à ce que la moitié de la production d'électricité puisse être d'origine renouvelable, puisqu'on a déjà l'hydraulique. Oui, pardon. Il est petit. En Allemagne, aujourd'hui, il doit être au moins à 10 milliards de kilowattheures. Et ici, il est à 8 sur la figure. C'est le rose d'en bas. Alors, on ne le voit pas. Ah, quel malheur. Comment ça se fait? Bon, mais il est là sur le schéma, moi je l'ai, il est à 8. Mais il est beaucoup plus. Hein. Je crois que je me demande s'il n'est pas à 20 actuellement en Allemagne. En France, il ne se voit pas. Il y a une petite centrale solaire qui est en train d'être construite près d'ici à la Phare-les-Oliviers, après des années de batailles administratives. Alors, je finis là-dessus, les grands programmes, bon, ben, c'est assez connu. Le problème, c'est de les mettre en œuvre. C'est la réhabilitation énergétique des bâtiments pour réduire et donc les consommations de combustibles fossiles, puisque c'est quand même la majorité. Et également réduire le chauffage électrique, en particulier à cause de la pointe qui pose des problèmes de puissance qui sont importants. La question des transports, là aussi le passage dont j'ai parlé, transport collectif et du train, évidemment utilisant l'électricité, mais on pourrait les multiplier par 3 et ça ne serait pas dramatique, on arriverait à 10%. La réduction des consommations d'électricité, le développement des énergies renouvelables et le point de la précarité énergétique, puisque le phénomène qui se passe actuellement, c'est que non seulement il y a les différences entre les pays sur lesquels j'ai insisté, mais il y a de plus en plus de gens de faibles revenus qui en plus habitent évidemment des logements qui ne sont pas nickel, et donc il y a des dépenses énergétiques qui n'arrivent pas à couvrir. Et en particulier les dépenses d'électricité, si vous avez des chauffages électriques à effet joule, c'est catastrophique. Et donc, il faut qu'il y ait sur la question de la réhabilitation des bâtiments, il y a à la fois la réhabilitation du bâtiment du point de vue isolation, etc., mais il y a aussi de regarder un peu les questions de consommation d'électricité, de façon à ce que ce ne soit pas simplement une dépense de l'aide sociale qui paye les factures à la place des gens, mais qu'il y ait vraiment des travaux de façon à réduire les consommations.
Alors, à travers tout ça, vous voyez bien que la responsabilité individuelle et collective est très importante, puisque si 40% de la consommation d'électricité, c'est chez vous, il y a une partie, bon, c'est pas du tout de ne pas consommer, mais on peut réduire ses consommations d'électricité. Et tout le développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables au niveau des territoires, que ce soit des régions ou que ce soit des communes. Alors les communes sont assez actives, hein. Vous avez le maire de Lambesc, par exemple, qui est connu pour pousser le développement. Le maire de Lambesc, c'est par chez vous, Lambesc, ouais. Monsieur Bucky. Et non, parce qu'en plus il est rigolo, donc c'est. Mais bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs, si vous voulez, qui commencent à développer des projets au niveau des communes et des territoires. Et donc vous avez différents systèmes qui se mettent en place. Alors la difficulté actuellement, il y a une difficulté de financement, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas sur le budget de l'État qu'on va faire tout ça. C'est d'arriver à se trouver des systèmes de prêt à taux zéro ou de sociétés, ce qui est le plus astucieux, ce qu'on appelle les sociétés de tiers investissement, c'est-à-dire des sociétés soit privées, soit publiques, qui font les investissements et qui se remboursent sur les économies d'énergie. Alors ça se fait déjà pour le grand tertiaire, parce que en particulier les économies d'électricité sont très rentables rapidement, et donc Schneider Electric, une grande boîte, fait ça. Elle dit, écoutez, je m'occupe de tout, je fais un audit énergétique, je remplace tel machin, je mets des compteurs partout, je fais 30 à 40% d'économie. Ça, il y a des exemples sur des carrefours, vous savez, les grands machins tertiaires, ça consomme énormément. Et ils se remboursent sur 5 ou 6 ans sur les économies réalisées. Donc ça, c'est une formule idéale, puisque c'est vraiment les deux y gagnent, puisque le client n'investit pas, parce que la grosse difficulté, c'est ça, c'est trouver l'investissement, et puis la boîte qui fait ça, ben, elle fait bien ça, et donc elle gagne du fric. C'est plus compliqué pour les logements, donc il y a des créations en Île-de-France, il y a une société d'économie mixte publique qui vient d'être créée par le conseil régional, qui va faire ça avec les copropriétés. Je fais les travaux et je me rembourse sur les économies d'énergie. Mais les temps de remboursement sont beaucoup plus longs. Et donc, les entrepreneurs privés ne feront pas ça. Et comme c'est une société publique, et puis en plus, je veux dire, elle ne va pas faire faillite le lendemain matin, ils peuvent prendre des remboursements sur tant de temps qui soient attachés à la pierre. Et non pas comme les prêts qui sont des prêts de propriétaires individuels. Et donc, les gens auront à payer, mettons, je sais pas, 100 € par mois pendant 30 ans. C'est-à-dire quand vous vendez l'appartement avec le fait que cet appartement doit payer. C'est un peu comme une taxe d'habitation qui est à payer, liée à l'habitation. Et là, ça sera le remboursement des économies d'énergie. Alors, ça sera alors je ne sais pas comment, si c'est indexé ou pas, mais en tout cas, on voit bien que si l'énergie augmente, ce qui est très probable vu les contraintes qu'on a vues, à ce moment-là, c'est de plus en plus intéressant pour les propriétaires qui arriveront au moment où le prix du chauffage aura doublé, par exemple. Donc il y a des tas de choses qui se mettent en œuvre, pas assez vite. Il y a un problème de qualité des entreprises, parce que là aussi, les audits de bonne qualité, les travaux de bonne qualité, etc., c'est pas évident. Et puis, un manque d'expertise bien répartie. Si vous êtes une commune, ben, vous ne savez pas très bien à qui vous adressez. Vous pouvez vous faire rouler pour le mec qui arrive, qui vous dit, ben, j'achète votre terrain, je fais une éolienne, je ne sais pas quoi. Donc, il faut développer au niveau territorial les capacités. Alors il y a deux façons, et je termine là-dessus, de participer directement. Ben, vous pouvez déjà faire des tas de trucs vous-même chez vous, au bureau et tout. Deuxièmement, vous pouvez consulter le Top 10, qui est un guide. Vous faites Top 10, vous trouvez une liste des produits et de leur efficacité, de leur coût, etc. Il compare les ampoules, les machines à laver, les moulins à légumes, les salières électriques, enfin tous ces trucs-là. Et c'est très précieux parce qu'on peut voir, bon, si vous dites, je vais changer de réfrigérateur, et vous avez toutes ces indications. Deuxièmement, vous pouvez vous devenir client d'Enercop, qui est un fournisseur d'électricité et qui vend de l'électricité d'origine renouvelable. Et donc vous allez sur le site, on vous explique tout ce qu'il faut faire, et vraiment vous signez et hop, vous changez de fournisseur. Alors, vous ne changez pas de distributeur, c'est toujours RDF, parce que souvent les gens sont inquiets en se disant mais j'aurai plus personne pour venir voir mon compteur et tout. Non, non. Le RDF reste là, jusqu'à preuve du contraire, mais le fournisseur, c'est-à-dire le vendeur d'électricité,
qui vous vend soit du charbon, en France c'est surtout du nucléaire, etc. Vous changez, vous allez chez Enercop. Et puis vous avez Énergie Partagée, qui est une association, Énergie Partagée Association et EPI, Énergie Partagée Investissement. C'est un fonds monétaire qui participe au projet renouvelable ou économie d'énergie monté par les collectivités locales et les citoyens. Un groupe de citoyens qui dit, voilà, moi je vais monter une éolienne. Ils peuvent recueillir, mettons, eux-mêmes 10%. Et le fonds énergie partagée investissement apporte, je ne sais pas, 10 ou 20% pour participer au projet. Et donc vous pouvez aller sur ce site et vous pouvez prendre des actions au fonds énergie partagée. C'est 100 € l'action. Donc ce soir, vous regardez le film parce qu'ils ont dit qu'il était sur le truc. Vous consultez Top 10 pour acheter votre prochain réfrigérateur. Vous vous inscrivez à Enercop et vous prenez une action. Donc voilà le programme des semaines, des jours suivants. Et donc vous avez là les sites. Donc Global Chance, c'est l'association dont je vous ai parlé qui fait des publications sur l'énergie, le climat et le nucléaire. Enfin, c'est une association de scientifiques ou d'experts comme on veut, d'ingénieurs. Global Chance. Negawatt, c'est donc l'association qui a fait un scénario très complet de la transition énergétique en France avec la sobriété, l'efficacité des énergies renouvelables. Donc ça, c'est très bien. Vous avez un gros bouquin qui s'appelle le Manifeste Negawatt, et puis il y a un petit bouquin qui vient de sortir, je ne sais plus le titre, mais qui est bien fait aussi. Vous avez le guide Top 10, donc des produits efficaces en énergie. Vous avez Enercop, dont j'ai parlé, et Énergie Partagée. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, nous avons très peu de temps pour les questions. J'en ai une là, une devant, monsieur. Et je vous demande de poser des vraies questions et courtes, s'il vous plaît. Oui, une question qui est en train de venir sur le tapis. Quid du gaz de schiste, et notamment du gaz de schiste aux États-Unis, qui est en train d'un petit peu changer la donne là-bas, et qui risque, en France, de créer un certain nombre de discussions. Ça, c'est la première fois. Et deuxièmement, en ce qui concerne la transition énergétique, qui est actuellement en cours dans les 6 mois qui viennent, là, puisque c'est le débat sur la transition énergétique, on sent, ne serait-ce qu'à la vigueur des questions et des réflexions de chacun, qu'il y a des forces en présence très fortes. Quel est le lobby dans ce débat sur l'énergie et sur la transition énergétique qui a le plus de chances de sortir et le plus de force de sortir, puisqu'il s'agit bien de lobby aussi. Alors sur les gaz de schiste, de toute façon il faudrait un débat et tout, vous allez, le prochain numéro de Global Chance, numéro 33, il y aura un article très complet sur les gaz de schiste. Non, sinon on part dans un truc. Donc vous lisez ça et puis après on pourra faire une deuxième conférence. Le lobby le plus important dans le débat énergétique, c'est Global Chance et Negawatt. Je pense que la force de l'expertise compétente saura convaincre le gouvernement de faire vraiment la transition énergétique. Nous avons des adversaires respectables, mais quand même, bon, ils ne sont pas au niveau, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez dire, je suis là, sur des expériences, je suis là. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur des expériences qui commencent à essaimer pas mal sur le territoire, qui s'appellent les territoires en transition, précisément? Est-ce que vous connaissez ces... Oui, il y a pas mal de choses, hein. Il y a les villes. Alors, il y a pas mal de villes qui ont... Donc, premièrement, c'est très inégal en France. Il y a des régions qui font des choses, il y en a qui font rien. Après, vous regardez chez vous ce qui se passe, mais il y a vraiment des régions qui sont pilotes. Il y a des communes qui font des choses, etc. Alors, et en particulier, il y a les villes, il y a la Convention des maires au niveau européen. Il y a un certain nombre de villes qui se sont engagées à faire des objectifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur les économies d'énergie, sur les renouvelables, etc. Il y a des territoires qui sont le territoire du Menet en Bretagne, où là ce sont vraiment des paysans locaux qui se sont lancés là-dedans, qui font du biogaz, qui font de l'éolien, qui font de l'isolation des logements, etc. Et comme ça, il y en a pas mal, mais ça reste des pourcentages, quoi. Par exemple,
comparé à l'Allemagne, c'est très clair. Mais vous avez raison, il y a vraiment beaucoup de... Alors là, il faut aller effectivement sur les sites d'Energy Cité, par exemple. C'est Energy Cities, puisque comme c'est européen et international, ça a un cycle, et dont le secrétariat est à Besançon, donc c'est un Français qui est responsable. C'est très intéressant parce que vous avez des exemples de villes européennes ou françaises, avec aussi, et c'est pas mal sur le plan de la communication, c'est pas mal parce que il y a des concours, il y a des labels, il y a des villes qui ont le prix de... Enfin, il y a une espèce de concurrence, et donc sur ces sites-là, et en particulier sur Energy Cities, vous aurez pas mal d'exemples. Alors nous, on avait fait, mais ça date un peu déjà, mais dans Global Chance, vous verrez, il y a un numéro 27, je crois, 27, oui, qui était sur les économies d'électricité, et il y avait un chapitre d'exemples, et des villes. Alors au niveau des municipalités, par exemple, Montpellier a fait énormément de choses. Ils ont réduit leur facture, la facture de l'ensemble des bâtiments dépendant de la municipalité, sur 20 ans, alors que bon, les prix ont augmenté, etc. Donc il y a quelques exemples de villes qui, au niveau des municipalités, ont fait des choses. Mais souvent, ça se limite à la municipalité, ce qui est pas mal. Il y a des villes qui ont fait beaucoup de choses sur les transports collectifs. D'ailleurs, ça se développe quand même, les trams, les bons, etc. Beaucoup de villes ont fait l'éclairage public. Ça, c'est ce qui paye le plus. Au niveau d'une municipalité, il faut faire tout de suite l'éclairage public. Il faut prendre une bonne boîte, maintenant, ça se trouve. Et là, vous gagnez tout de suite du fric sur l'éclairage public au niveau des municipalités. Donc, il y a pas mal d'exemples. Regardez ce numéro 27 sur le site de Global Chance et puis Energy Cities. C'est les deux. Et puis, vous avez aussi le site, je ne l'ai pas mis là, du CLER. Alors, CLER, c'est Comité de liaison des énergies renouvelables, CLER. Vous faites ça sur le site. Et il y a beaucoup d'exemples de territoires aussi qui font des choses. Donc, si vous voulez, les exemples existent et ils sont bien. Le difficile, c'est le transfert d'expérience. Parce que souvent, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un de dynamique, qui s'est de trouver de bons experts, et en plus qu'il a ramé pendant des années. Parce que les démarches administratives en France, ça fait crever tous ceux qui espèrent. Je voulais vous dire, j'avais un papier, le coût du kilowatt photovoltaïque installé sur le toit. Coût d'investissement. C'est 3,8 € par kilowatt, source totale, enfin bon, des gens qui ne sont pas des écologistes de base. 3,8 € par kilowatt pour faire un toit photovoltaïque en France. 3,6, pardon. En Allemagne, 1,8. Et c'est la même chose, c'est le même toit, c'est le même truc. Les démarches administratives des années. Essayez de faire un toit photovoltaïque. Les démarches, les exigences, le fait qu'il soit intégré dans des conditions enfin, il y a une énorme difficulté pour les renouvelables. Il n'y a pas que pour les renouvelables. Je pense que dans tous les secteurs, ça existe. Si. Eh bien, vous avez de la chance. En moyenne, c'est pas ça. Non, mais d'accord, mais je vous crois. Simplement, en moyenne, c'est pas comme ça. Moi, je vous dis les chiffres qu'a donné Total au syndicat des énergies renouvelables, de boîtes qui ont dit, ben voilà, la moyenne des coûts, c'est ça. Je ne fais que rapporter. Hein, c'est pas, moi, je n'installe pas de toit photovoltaïque, donc. Mais apparemment, ils ont donné des chiffres basés sur l'examen des conditions. Non, mais en fait, de toute façon, c'est vrai. Alors, de façon générale, c'est beaucoup plus long. Hein. Je suis désolée de vous frustrer, mais on va s'arrêter là. Il est 10h20 et on pourrait en parler encore très très longtemps. C'est notre deuxième soirée autour de ce thème. C'était un peu une réponse à la soirée de l'année dernière sur Fukushima un an après. Il y aura peut-être une troisième soirée. En tout cas, merci à Monsieur Laponche d'être venu
à Aix ce soir. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié, c'était une grave erreur, de remercier Jean-Pierre Paré qui nous a aidés à préparer cette soirée. Voilà, merci Jean-Pierre. Et merci à vous tous. Notre prochaine soirée, c'est après les vacances, le 14 mars, et c'est autour du rôle du père au XXIe siècle. Un tout autre sujet, mais passionnant également. Merci beaucoup.